Bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux. Je suis absolument ravie de vous présenter cette 7e édition du Digital Day. Chaque année, ce Digital Day, il essaye d'être le plus novateur possible et le plus proche possible des tendances dans la prospective de ce qui se passe sur le monde du digital. Si le futur, c'est imaginer le monde, eh bien, on sait que c'est Internet qui le fait pour nous et les nouvelles technologies. On est face à des machines qui pensent, à des machines qui apprennent, à des machines qui créent, qui vont développer leurs capacités à l'avenir et qui vont rivaliser avec le cerveau humain, dans notamment la résolution de problèmes. Alors cette prophétie, elle a été imaginée et annoncée par le pionnier de l'intelligence artificielle en 1958, qui s'appelait Herbert Simon et qui était prix Nobel d'économie. Donc vous voyez, ça fait 60 ans qu'on travaille sur le sujet, mais le terme d'intelligence artificielle aujourd'hui, il fascine autant qu'il effraie, et les prouesses se succèdent ces derniers mois. Il n'y a pas une journée sans qu'on ait des nouvelles sorties et des innovations. Et la question se pose de savoir s'il existe une seconde humanité. Alors les technologies, elles promettent une convergence. Hop là, zut, c'était mal placé, excusez-moi. Je retourne là. Elles promettent une convergence imminente donc, entre l'intelligence artificielle et la robotique. Et puis l'ambition des grands acteurs, c'est de conquérir le cerveau pour dans 20 ans se dire on va savoir comment fonctionne la créativité et puis on aura peut-être des robots poètes. Et puis aussi celui de l'intuition pour résoudre les problèmes parmi des milliers de solutions qui sont à la fois modélisées et probabilisées, dont on se sert beaucoup aujourd'hui. Mais on n'en est pas encore tout à fait là, même si, dès aujourd'hui, l'intelligence artificielle est déjà opérationnelle dans plein de domaines, via des capteurs, via des algorithmes, notamment sur la recommandation, et surtout via le programmatique, qui est un sujet quotidien pour nous. Donc la question, ça va être de savoir comment nos sociétés vont s'adapter dans ce traitement à la fois de l'information, de l'observation, de toutes ces innovations. Alors je vais vous montrer juste quelques exemples rapidement qui sont sortis cette semaine. Airbus Group a conçu la toute première moto imprimée en 3D. Donc on peut se poser la question de l'avenir des constructeurs. Le bureau du futur en haut à droite qui a été imprimé en 3D à Dubaï en 17 jours. Quel avenir pour le bâtiment. Et puis une petite vidéo que vous avez peut-être vue sur Twitter qui est un bus d'un genre nouveau qui a la capacité d'enjamber les voitures pour ne pas être gêné par les embouteillages. Et c'est à Pékin que ça a été créé. Il peut transporter plus de 1000 personnes à la fois. Mais au-delà de sa taille, c'est sa forme qui interpelle. On dirait en effet qu'il va avaler les voitures et donc qu'il rencontre sur son passage, tout va passer. Donc je vous laisse la vidéo. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que les mêmes fonctionnalités sont aujourd'hui dans le métro, c'est-à-dire que c'est la même chose, sauf que ça coûte 5 fois moins cher et que ça peut être fait en un an. Donc tout est dans le coût et la vitesse d'exécution. Et c'est là où il faudra savoir être ingénieux. Donc le premier test de ce bus, il est prévu au 2e semestre de cette année. Ça veut dire qu'en 2016, à Pékin, on aura accès à ce type de machine. Et ça permettra peut-être aux Pékinois d'abandonner la voiture et effectivement de régler les problèmes de pollution quand même qui sont importants. Et puis à droite, vous voyez autre chose, ce sont les robots de dialogue, les bots. Ça, c'est l'intelligence artificielle conversationnelle qui permet la relation directe entre les clients et les marques, comme si c'était une amie. Et là aussi, vous voyez des exemples de marques qui se sont positionnées sur cette nouvelle façon de communiquer. Enfin, les intelligences artificielles, les plus développées s'essaieront aux côtés de nos politiques à remplacer les manutentionnaires humains et à repenser l'organisation du travail. Mais est-ce que ce sera nos compagnons du quotidien ? Comment leur influence va jouer sur notre vie? Comment ça va impacter nos comportements à la fois chez nous, à domicile, au travail, dans l'environnement? Reste à savoir qui tiendra la barre. Surtout, il faut rester responsable et éthique. Et puis, c'est l'éducation et la formation qui seront plus indispensables que jamais. Là, je vous ai mis une vidéo. C'est un exemple, c'est un clin d'œil pour ce matin par rapport à la grève. Le Z10, qui est donc proposé dans le cadre d'un projet technologique européen, permettait à des étudiants d'aller du métro au campus. En Suisse, c'était. Pendant 6 mois, en 2015, ils ont pu en profiter et ça a été réalisé par l'Institut fédéral de la technologie suisse à Lausanne. Alors, vous voyez toutes les fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle qui sont proposées par ce bus, qui est donc avec un conducteur virtuel, donc sans conducteur,
et qui vous permet à la fois de faire vos déplacements en toute sécurité, avec un GPS, avec des fonctionnalités, vous allez voir jusqu'à la fin, où vous pouvez même fonctionner à on demand. Donc, il détecte tous les obstacles. Donc ça, c'est le futur moyen de transport qui a déjà été testé cette année à Lausanne. Vous allez voir, bon, évidemment, il est écologique, hein, puisqu'il est 100% électrique. Et voilà, vous avez la possibilité de l'avoir on demand. Voilà. Alors, ensuite, enfin, la réalité virtuelle qui permet une immersion dans l'histoire qu'on veut raconter. On verra ça plus tard dans la matinée. Et puis voilà comment notre vie personnelle va se transformer. Je souhaite beaucoup de joie au couple. Et puis, enfin, parmi les avancées majeures du marketing, passons au sujet du marketing maintenant, l'utilisation de nouveaux outils comme les algorithmes prédictifs en mesure d'anticiper les comportements des consommateurs. L'explosion de ces usages repousse les limites du marketing traditionnel pour se rapprocher de son idéal, qui est donc l'omniscience, cette capacité à détenir le savoir infini sur un sujet. Et l'intelligence artificielle, elle semble bien incarner le fantasme ultime du marketing, c'est parvenir à la connaissance améliorée du consommateur, voire absolue. Donc ce n'est pas nouveau, ce n'est pas une quête nouvelle, mais en revanche, le marketing prédictif y fait écho. Et c'est pour ça que je vais laisser la parole maintenant à Pascal Pouquet, qui dirige tout le projet data dans notre groupe et qui est donc directeur général de CCM Benchmark. Pascal, je te laisse la parole pour nous parler de l'intelligence artificielle au service de la data. Merci. Bonjour à tous. Alors, d'abord, je tiens à m'excuser parce que je vous parlais un petit peu avec le nez ce matin. Mais comme on est au mois de novembre, j'ai attrapé un rhume de saison. Donc Pascal, tu m'as demandé effectivement de dire en introduction du colloque de ce matin, de parler un petit peu de l'utilisation qu'on fait de l'IA et de la data dans un groupe de contenu comme le nôtre. Et chemin faisant, ça pose aussi la question de l'interaction entre la machine et le corps social dominant dans une entreprise comme la nôtre, qui est une entreprise de contenu, c'est-à-dire avec les journalistes. Hein, puisque même si on est un groupe aujourd'hui diversifié, qui fait des annonces classées, qui fait du e-commerce, on est d'abord un groupe de contenu et on s'appuie d'abord effectivement sur l'expertise de Plume. On en a 500 dans le groupe qui travaillent pour le Figaro, Madame Figaro, le Figaro Magazine, mais aussi pour tous les sites du groupe CCM qui sont rentrés dans le groupe depuis maintenant 6 mois. C'est l'Internaute, le Journal du Net, le Journal des Femmes, comment ça marche, etc. Alors je crois qu'aujourd'hui, effectivement, l'IA et la data peuvent intervenir aux 3 niveaux de la production de contenu. Très en amont, dans le sourcing, dans l'investigation. Au niveau intermédiaire, dans tout ce qui est tri, hiérarchisation, choix des contenus. Et même en aval, dans tout ce qui est narration. Au niveau le plus amont, d'abord dans le sourcing, dans l'investigation, on l'a vu dans des affaires récentes, hein, dans l'affaire Wikileaks ou dans les Panama Papers, on a vu effectivement qu'il y a tellement de données, il y a des millions et des millions de données, que les équipes journalistiques qui ont bossé sur ces sujets ont eu recours à de l'intelligence logicielle pour arriver à tirer l'information utile. Sans ce concours-là, il aurait fallu effectivement des années pour exploiter l'ensemble de cette masse de données. On le voit aussi dans la façon dont on traite chez nous l'open data. On a un site qui est spécialisé dans ces traitements qui est l'Internaute. Hein. Avec nos API, on collecte des centaines de millions de données ouvertes, notamment de la donnée publique, et qui est relativement disponible en France. Et grâce à ça, on propose à nos internautes de l'information sur la pollution à Toulouse, l'accidentalité ou la fiscalité à Tulle. Voilà. Et donc, il y a toute cette information de proximité que la data, une couche d'intelligence effectivement, nous permet d'apporter désormais à nos concitoyens. Donc on voit effectivement sur cette phase amont, l'IA, la data ont ouvert des nouveaux champs qui sont complémentaires à l'action des journalistes et qui s'appellent le data journalisme, qui s'appelle la data visualisation. Au niveau intermédiaire, c'est-à-dire tout ce qui est hiérarchie, traitement, choix de l'information, là aussi la machine intervient de plus en plus maintenant. Elle peut intervenir de plus en plus.
je crois que la différence la plus nette entre le monde du print, quand vous achetez le quotidien Figaro, et puis le monde du digital, c'est la capacité de personnalisation. Hein. Le Figaro qu'on achète le matin, on a tous le même, alors que les supports digitaux, on a une capacité de personnalisation infinie. Cette capacité de personnalisation, c'est d'abord la publicité qui s'en est emparée. Hein. Aujourd'hui, qu'on fréquente l'Internaute ou le Figaro, on n'a quasiment plus la même publicité. Hein. Vous êtes un homme CSP+, intentionniste automobile, ben vous aurez une pub BM. Vous êtes une femme de 45 ans, vous aurez une pub L'Oréal. Et si avant de venir, vous êtes passé chez La Redoute pour acheter des pieds de lit, vous êtes retargeté par Criteo pour avoir des pubs de pieds de lit. Il n'y a pas de raison, effectivement, que ces mécaniques de personnalisation ne s'appliquent pas au contenu lui-même. Vous êtes identifié comme femme, pourquoi effectivement sur le Figaro.fr vous n'auriez pas un petit peu plus de contenu féminin poussé sur la home? Vous êtes identifié comme fan du PSG, pourquoi lorsque vous serez sur la section sport de l'Internaute, vous n'auriez pas plus de contenu du PSG? Donc tout ça dans une logique d'affinité et de développement de l'engagement. Donc ce sont des choses qu'on développe sur les sites, qu'on développe déjà beaucoup sur la vidéo. Hein. Aujourd'hui, les vidéos qui vous sont proposées en rebond quand vous consommez une vidéo sur l'ensemble de nos sites, c'est des algorithmes qui les pilotent en fonction d'indices de popularité, d'indices d'affinité. Les vidéos qui sont proposées, c'est jamais les mêmes en fonction des individus. Et cette personnalisation, on la propose aussi beaucoup sur les newsletters. Alors chez CCM, on est des grands spécialistes de la newsletter, on en envoie 12 millions par jour. Et demain, ce seront 12 millions de médias personnels. Et pour ça, on utilise des algorithmes, hein, donc des algorithmes de recommandation prédictifs qui se nourrissent de technologies, de collaborative filtering, de machine learning qu'évoquait tout à l'heure Pascal. Donc on aspire des quantités considérables de données, de la donnée navigationnelle, de la donnée sociale, de la donnée transactionnelle. Et à partir de ça, effectivement, les algos vont pouvoir construire une newsletter qui s'adapte au profil de l'individu. Ces algos-là, en fait, on les a d'abord appliqués sur nos activités e-commerçantes, hein, notamment on a une billetterie spectacle qui s'appelle Tic-et-Tac. Et il y a quelques années, on a fait ces tests d'algo prédictifs et on a envoyé des newsletters rédigés par un chef de produit, puis d'autres newsletters en A/B test rédigés par les algos. Et on s'aperçoit que les taux de clics sont souvent 10 fois supérieurs lorsque la reco de contenu est faite par l'algorithme, et le chiffre d'affaires est 4 à 5 fois supérieur. C'est un peu pareil dans le domaine des contenus. On s'aperçoit effectivement que les choix algorithmiques entraînent souvent des niveaux de clics et donc d'engagement supérieurs parce que les contenus proposés sont beaucoup plus affines. Et tous ces algos nous permettent de résoudre une des difficultés qu'on a, nous, en tant qu'éditeurs, c'est qu'on a souvent d'immenses magasins de contenu, on produit des centaines de contenus par jour, mais on a des petites vitrines, notamment sur nos homes. L'algorithme, effectivement, va nous permettre de mettre en avant les contenus les plus affines, à côté desquels l'internaute serait passé à côté. Alors, la question, naturellement, corollaire à tout ça, c'est jusqu'à quel point il faut laisser la main à l'algo. Une vraie question, ça. Et je dirais que la réponse, en fait, elle dépend un petit peu des marques. Quand vous êtes sur une marque comme Le Figaro, qui est une marque très statutaire, et qui emporte dans son contrat de lecture des valeurs comme la garantie du traitement exhaustif, la hiérarchie de l'information, etc., la main, elle est majoritairement, naturellement, du côté du journaliste. Mais on a d'autres produits dans le groupe qui sont plus centrés autour des affinités, des comportements. On a par exemple une petite marque qu'on a lancée il y a quelques mois pour Millennium, qui s'appelle Next Please, qui cible les 13-18. Et donc là, la proposition de valeur, elle est exclusivement autour des centres d'intérêt. Donc là, on peut complètement laisser la main à l'algorithme. Et les fans de télé-réalité de Kardashian, on leur envoie effectivement des infos sur la télé-réalité et la famille Kardashian. Troisième niveau ensuite sur lequel les machines peuvent intervenir, et c'est aussi le niveau le plus sensible, c'est le niveau de la narration. C'est le travail de plume. Alors là, on aurait tendance à dire, c'est le précaré de l'humain, quoi, parce que l'info, ce n'est pas qu'une commodité. L'information, c'est aussi, notamment quand vous lisez de la presse d'opinion comme Le Figaro, c'est un point de vue sur le monde, sur l'économie, sur la politique, sur la société. Et puis c'est aussi un style d'écriture, hein. C'est des angles, c'est de l'ironie, c'est de l'humour, et c'est ce qui génère in fine le plaisir de lecture, qui fait que vous avez, non seulement vous êtes informé, vous avez un plaisir à acheter votre quotidien le matin. Donc spontanément, on se dirait effectivement, cette dimension-là, elle est irréductiblement l'affaire du journaliste, l'affaire de l'homme. Or, tu le disais Pascal, depuis quelques mois, malgré ça, on assiste à l'émergence de nouveaux produits qui sont les chatbots, qui sont des applications d'information conversationnelle. L'exemple le plus abouti, probablement l'application Quartz, que vous connaissez probablement, où là, effectivement, vous pouvez dialoguer de manière interactive avec votre application. Alors,
est-ce que ça nous montre le chemin de l'avenir? Est-ce que demain, des robots sauront singer l'humour, l'ironie, le point de vue et prendre entièrement la main, y compris dans la narration sur des hommes? Est-ce qu'on pourra remplacer effectivement par des bots Natacha Polony, Éric Zemmour ou Jean d'Ormesson? Donc la question est ouverte. Ça pose la question finalement de l'humanisation des robots. Et je crois que c'est le sujet de notre interlocuteur suivant. Je vais donc me taire et lui laisser la parole. Merci et bonne journée.